Tournant. Novembre 2018. Comme partout en France, Tarbes commémore l'armistice qui a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale. Comme partout en France, l'heure est au recueillement devant les monuments aux morts. Un siècle après la fin du premier conflit mondial, on se rappelle surtout du sacrifice de millions de soldats venus de tous les continents. Pourtant, des millions de civils ont aussi souffert et ont été mobilisés entre 1914 et 1918 dans toutes les communes de France, comme à Tarbes. Dans ce film, nous allons remonter le temps et repartir un siècle en arrière. Consulter des documents aux archives départementales, filmer différents lieux de mémoire dans Tarbes, interviewer un spécialiste. La guerre est vécue par tout le monde, soit directement par les combats, soit indirectement par l'angoisse, par la séparation, parfois par le deuil. Pour répondre à la question, comment ont vécu les habitants de Tarbes entre 1914 et 1918 ? Capitale historique du comté de Bigorre, la ville de Tarbes s'étend au pied du massif des Pyrénées dans le sud-est de la France. La cité compte 28 615 habitants lors du recensement de 1911. Ses fonctions sont administratives avec le siège d'une préfecture et commerciales avec les jours de grands marchés ou de foires, des centaines voire des milliers de visiteurs. Il faut ajouter que l'activité de la ville est largement liée à la défense nationale. À la veille de la Première Guerre mondiale, la ville de Tarbes a à peu près 28 000 habitants. Il faut tenir compte que sur 28 000 habitants, il y a à peu près 4 000 militaires, parce qu'il y a plusieurs régiments qui sont donc casernés dans la ville. Alors le nombre des régiments, il y a un régiment d'infanterie qui se trouve à la caserne RFI. Vous avez ensuite un régiment d'artillerie qui se trouve au quartier Soult. Puis vous avez 2 régiments qui se partagent le quartier Larrey, un demi-régiment de hussards et un demi-régiment d'artillerie. Ajoutez à cela qu'il y a une école d'artillerie. Ajoutez également la remonte, c'est-à-dire comme ce sont des hussards, il faut des chevaux, et donc il y a la remonte, dont l'élément militaire est prépondérant, les casernes, 4000 soldats et 250 officiers environ qui logent en ville. Ces régiments disposent de 4 champs de manœuvre, parmi lesquels le camp de Gers, situé à l'ouest de Tarbes, à cheval sur les départements des Hautes-Pyrénées et celui des Basses-Pyrénées. Les soldats s'y entraînent aux manœuvres militaires, baïonnettes au canon, aux tirs d'artillerie et aux charges de cavalerie. Après la guerre de 1870-1871, le général Verscher de Réfy transforme l'atelier expérimental de Meudon, transféré par train à Tarbes, en atelier de construction d'artillerie. L'arsenal de Tarbes voit le jour au nord de la ville. Il devient l'un des plus importants du pays, avec 6 000 employés en 1914. Comme un prélude à la tragédie qui va arriver, la construction d'un monument aux morts de la guerre de 1870 est confiée à Firmin Michelet le 10 décembre 1911. Le groupe, intitulé La Défense, emporte tous les suffrages. Il représente la France sous les traits de Minerva Théna, le casque relevé sur le front, qui arme d'un glaive un jeune paysan pyrénéen coiffé d'un béret, chaussé d'espadrilles, les manches retroussées et la taille ceinte d'une large flanelle. Mais l'inauguration du monument est sans cesse repoussée. Octobre 1913, janvier, mars puis mai 1914. Arrive alors le mois d'août.
Samedi 1er août 1914, 16h. Comme dans toutes les communes de France, le tocsin retentit à Tarbes et la ville se couvre d'affiches annonçant le premier jour de la mobilisation. C'est aux archives départementales de Tarbes que nous avons retrouvé l'une de ces affiches annonçant l'entrée en guerre de la France et la mobilisation de tous les hommes en âge de combattre. Alors la mobilisation, c'est d'abord le tocsin qui sonne. Le tocsin qui sonne, c'est la sonnerie du malheur. C'est celle qui annonce les catastrophes. Le premier jour de la mobilisation, ce sera dès le lendemain. Alors comment on part? Alors on a souvent dit que l'on part la fleur au fusil, c'est pas tout à fait exact. À Tarbes, c'est plutôt l'enthousiasme. Tout détachement militaire qui passe est acclamé. Il y a des volontaires qui s'engagent, dont les hommes partent parce qu'ils pensent que cela durera peu. Et les femmes, elles pleurent, parce que c'est la séparation, c'est l'absence, on espère que ça durera peu, mais après tout, on n'en sait rien. Le premier train quitte Tarbes le 4 août 1914 à 16h19, direction la Lorraine. Dès le mois d'août 1914, les régiments tarbais connaissent leurs premières pertes, parfois même avant les premiers combats. C'est le cas de Jacques-Henri Péry-Capéra, né le 19 janvier 1891 dans la commune de Géronce, dans le département des Basses-Pyrénées. Il effectue son service militaire au 24e régiment d'artillerie de campagne de Tarbes entre 1912 et 1914. À la mobilisation générale, il rejoint la 9e batterie du 24e RAC. Il embarque les 5 et 6 août pour la région de Toul, puis vers la Picardie. Pendant son transfert en train, il est pris de douleurs aiguës au ventre. Hospitalisé pour une péritonite, il meurt le 11 août 1914 des suites de cette affection en Meurthe-et-Moselle. Il avait 23 ans. Les premières semaines de la guerre occasionnent de très nombreuses victimes. Le 25 août 1914, les premiers blessés arrivent à Tarbes. La population éloignée du front prend alors conscience de la réalité de la guerre. Hier soir, vers 6 h, un premier convoi de blessés est arrivé en gare de Tarbes. Ils étaient 150 environ. La population tarbaise, qui s'était portée en main sur les différents points où devaient passer nos chers soldats, formait une haie depuis la cour de la gare jusqu'à l'hôpital militaire, où la plupart d'entre eux ont été transportés. Sur tout le parcours, ces braves ont été chaleureusement acclamés. Presque tous sont atteints, soit au bras, soit aux jambes, quelques-uns, moins nombreux, à la tête. Grâce aux soins dévoués dont ils ne manqueront certes pas d'être entourés, nos chers blessés se rétabliront rapidement, c'est là notre vœu le plus sincère. Les premières victimes de la guerre, ce sont les blessés. Les blessés arrivent jusqu'à Tarbes. Ça veut dire que des frontières où l'on se bat, 1000 km à peu près, il faut que les blessés en train traversent toute la France. Et il faut savoir que dans le département, il y a des hôpitaux temporaires absolument partout. Les établissements scolaires sont réquisitionnés. Par exemple, à Théophile Gautier, il est réquisitionné, il y a 250 blessés. Dans la cour du lycée, il y a des ambulances. Dans tous les lieux où c'est possible, on installe des blessés. On n'a pas conscience des pertes qui existent à ce moment-là. Parce que l'état-major utilise une stratégie qui est attaque à tout va, à la baïonnette, en avant. C'est ravageur. Face aux mitrailleuses, les pertes sont énormes. Le premier Tarbais mort au champ d'honneur se nomme Édouard Garoby. La presse locale se fait rapidement l'écho de cette disparition. Le premier décès de militaire officiellement connu est celui du jeune Édouard Garoby de Tarbes, fils de M. Pierre Garoby, propriétaire du Café des Lilas au Marcadieu et neveu de M. le curé de Séméac. La fatale nouvelle fut portée à la famille samedi soir 30 août par M. le maire de Tarbes, à qui un télégramme officiel venait d'apprendre la mort du jeune homme tué à Azerail, Meurthe-et-Moselle, au combat du 13 août. La nouvelle de cette mort, aussitôt répandue, a causé la plus douloureuse émotion dans le quartier, où le jeune Garoby était très connu et unanimement estimé. Au cours de la Première Guerre mondiale, de nombreux soldats sont évacués vers Tarbes pour être soignés. Malheureusement, certains d'entre eux meurent des suites de leurs blessures ou de maladies et n'ont pas été rapatriés vers leur famille.
Sur les 173 soldats enterrés dans le carré militaire du cimetière de la Cède, une majorité sont morts entre 1914 et 1918. La haine de l'ennemi est un des fondements de l'Union nationale. La presse des Hautes-Pyrénées participe à diffuser l'image de la mauvaise réputation de l'allemand qui devient rapidement le Boche. Les Boches, le nom est adopté. Il dit si bien ce qu'il veut dire. Stupidité et brutalité, tête carrée et pieds plats, la horde. Nous voici donc revenus au 1er siècle de notre histoire, avec cette différence que les Marcomanns et les Goths n'avaient pas d'université, d'école, de bibliothèque, de pinacothèque, de musée, de temple et d'église. Ils n'avaient pas de philosophes ni de savants. Ce sera la hideuse originalité des Boches d'avoir réuni méthodiquement dans la même guerre 2 genres de guerre que 16 siècles séparés. À partir de septembre 1914, de plus en plus d'Allemands sont faits prisonniers. Certains d'entre eux, blessés, sont soignés à Tarbes. Les sentiments et les réactions des habitants sont partagés vis-à-vis de ces soldats d'outre-Rhin. Ensuite arrivent les blessés allemands. Après la bataille de la Marne, jusqu'à la bataille de la Marne, les troupes françaises reculent. À la bataille de la Marne, c'est le renversement. Et ce sont les Allemands qui se replient et la foule va à la gare pour voir arriver ces blessés. Et ces blessés allemands sont insultés. Ensuite, tous les blessés sont soignés. Derrière le carré militaire du cimetière de la Cède, il y a d'autres croix, alignées le long de 2 murs. 74 soldats allemands y reposent. Après la bataille de la Marne, de nombreux Allemands sont faits prisonniers. Des blessés sont soignés à Tarbes. Mais les corps et les têtes sont très abîmés et beaucoup meurent de leurs blessures. Ils sont enterrés à Tarbes dans l'attente d'un rapatriement au pays. Ils s'appelaient Ernst, Otto ou encore Arthur. On peut même trouver la tombe d'un soldat inconnu. Un vide existe entre 2 croix. Il s'agit de Friedrich Britsch, dont le corps a été réclamé et récupéré par sa famille. À partir du mois d'octobre 1914, le front s'immobilise et les combattants s'enterrent dans les tranchées. La guerre va durer et le besoin en armes et en munitions devient essentiel. L'arsenal de Tarbes est la pièce maîtresse des industries de défense nationale dans le département des Hautes-Pyrénées. La production ne cesse de croître jusqu'en 1917. Il livre plusieurs types de canons et surtout des fusées éclairantes et des munitions. Le besoin de main-d'œuvre est de plus en plus important, ce qui entraîne une hausse importante des effectifs de l'arsenal. De 6 000 personnes en 1914, le nombre d'employés atteint 16 000 en 1916-1917. Bien sûr, il y a les hommes qui travaillent, ce sont les ouvriers professionnels. Ce sont les ouvriers professionnels qui sont mobilisés sur place. C'est ce qu'on appelle des ouvriers militaires, ou ce qu'on appelle mieux des affectés spéciaux. Ils sont affectés sur place et ils sont soldats. La place des femmes y est aussi de plus en plus importante, puisque les munitionnettes représentent le tiers des effectifs. Il y a aussi des femmes qui sont recrutées dans tous les villages autour de Tarbes. Le chemin de fer les amène jusqu'à la gare, et à partir de là, elles vont à pied jusqu'à l'Arsenal. Alors elles viennent de Bagnères, elles viennent de Lourdes, elles viennent de Vic, elles viennent de Maubourguet, elles viennent de Lannemezan, elles viennent d'un petit peu partout. Face aux commandes, l'arsenal doit faire appel à des centaines de travailleurs coloniaux, anamites et malgaches, originaires du Tonkin et de Madagascar. Ils sont environ 900 en 1918. À l'Arsenal de Tarbes, il y avait ce qu'on appelait les anamites, c'est-à-dire des Indo-Chinois, qui avaient un contrat de travail et qui étaient encadrés par des officiers, puisque c'était un établissement militaire, et par d'autres qui étaient, si vous voulez, il y avait des officiers et l'équivalent de sous-officiers qui étaient des Vietnamiens eux-mêmes. Donc, mais voilà, ils trouvaient l'arsenal. Et puis il y avait aussi des Malgaches. Pendant cette grande guerre se pose le problème également de la main-d'œuvre. Comme les hommes sont au front et qu'il faut faire tourner les usines de défense nationale, où trouver la main-d'œuvre? Alors cette main-d'œuvre, c'est surtout une main-d'œuvre étrangère. Comme l'Espagne, qui est juste un pays voisin, est un pays neutre, le gouvernement espagnol s'engage à fournir 150 000 ouvriers qui iront travailler en France. Et donc dans les Hautes-Pyrénées, département voisin de l'Espagne, il y a de nombreux Espagnols qui viennent travailler.
Il n'y a pas que les hommes qui meurent au front et les soldats de l'arrière vont payer eux aussi un lourd tribut à Tarbes. Les accidents dans l'arsenal sont nombreux et parfois tragiques. Ils se succèdent après mai 1915. Le premier mort, un ouvrier, est enregistré suite à l'explosion d'une boîte de poudre en décembre 1915. Le 25 janvier 1916, une autre explosion entraîne l'effondrement d'un atelier et la mort de 3 ouvrières et d'un malgache. L'incident le plus grave se déroule le 12 avril 1917. Une explosion plus importante que les précédentes entraîne un mouvement de panique. Le bilan est de 44 blessés dont 33 femmes et 4 morts, 2 hommes et 2 femmes. Un monument dédié aux victimes féminines est inauguré le 21 octobre 1917 dans le cimetière de la Cède. À proximité se trouve un autre monument. Y sont inscrits des noms de personnes originaires d'Indochine. Il s'agit d'ouvriers morts à Tarbes entre 1915 et 1918. Ils s'appelaient Nguyen ou encore Tran. Eux aussi sont morts pour la France. Ces 2 monuments rappellent le lourd tribut qu'ont payé ces soldats de l'arrière, féminins et coloniaux indispensables à l'effort de guerre et sans qui la victoire n'aurait jamais été possible. Si la liberté syndicale et le droit de grève sont maintenus pendant toute la durée du conflit, seuls les Espagnols et surtout les femmes s'y aventurent. Les hommes affectés spéciaux ou d'âge militaire craignent d'être envoyés au front. À plusieurs reprises, les ouvrières de l'arsenal cessent le travail pour des raisons salariales, teintées parfois de pacifisme et de lassitude vis-à-vis de cette guerre qui n'en finit pas. Le rapport du commissaire spécial au directeur de l'arsenal décrit précisément les motifs et le déroulement de la grève du 22 février 1918. Vers 17 h aujourd'hui, un certain nombre d'ouvrières de l'arsenal occupées à la 6e division se sont concertées pour demander une augmentation de salaire de 1 franc par jour, ce qui porterait leur journée de 7 francs 50 à 8 francs 50. Les ouvrières ont cessé le travail et ont manifesté dans l'intérieur de l'établissement, cherchant à débaucher les autres ouvrières. Elles n'ont réussi qu'à en entraîner un petit nombre. Plusieurs d'entre elles ont entendu dans la rue l'équipe de nuit et sont parvenues à les décider à se joindre à elles pour appuyer leurs revendications. Arrivées dans le local de la 6e division, elles se sont opposées à ce que le travail soit repris et au nombre d'environ 200, elles ont parcouru les rues de l'Arsenal en chantant l'Internationale, la Marseillaise, le Pinard et d'autres chansons qui me sont inconnues. Elles injuriaient les officiers sur leur passage ainsi que les surveillants qui cherchaient à les ramener à la raison. Aucun homme n'a pris part à cette manifestation, mais les femmes étaient très surexcitées. 2 d'entre elles avaient improvisé des drapeaux avec leurs mouchoirs, accrochés au bout d'un bâton. Elles ont dansé une sarabande devant les bureaux de la direction. Elles hurlaient « Nos poilus, rendez-nous nos poilus, à bas la guerre, nous voulons la paix ». S'il se produisait des désordres graves, les forces dont dispose la direction seraient bien insuffisantes pour protéger les ateliers. Dès l'été 1917, la production de l'arsenal baisse à cause de son éloignement du front et de la pénurie de matériel ferroviaire roulant. C'est le cas de la production des fameux obus de 75 mm qui prend fin dans l'arsenal tarbais. On faisait des obus de 75 pour le canon de 75 qui était le meilleur canon qui existait à l'époque et qui va le rester pendant très longtemps. C'est un canon sans recul. Et l'arsenal de Tarbes avait cette spécialité. Mais cette spécialité va être retirée à l'arsenal de Tarbes parce que l'arsenal de Tarbes est trop loin du front. Alors dans ce département, il n'y a pas eu de combat, bien entendu. On est loin du front. Ce n'est pas la zone des combats. Mais la guerre est toujours présente. Toujours, toujours, toujours. Bien qu'éloignée du front, la vie des Tarbais est bouleversée par la guerre. Les ressources humaines, mais aussi matérielles, sont rapidement mises au service de la guerre. De nombreuses affiches incitent les civils à se priver de certaines productions destinées au front. Les autorités préfectorales et municipales décrètent des réquisitions de plus en plus fréquentes qui touchent une gamme de produits sans cesse élargie. Consommation de la pâtisserie. Par arrêté du 23 janvier pris en application des instructions ministérielles, j'ai décidé que les pâtisseries doivent être fermées le mardi et le mercredi de chaque semaine, sauf les mardis et mercredis jours fériés. Cette mesure a été prise en vue de restreindre la consommation de la farine, du lait, des œufs, du beurre, du sucre et autres denrées servant à la fabrication de la pâtisserie et éviter ainsi la hausse des denrées. Je suis convaincue que de son côté, la population voudra faire preuve de patriotisme en observant les interdictions prononcées.
c'est-à-dire en ne faisant pas confectionner dans les ménages les mardis et mercredis les produits interdits au commerce de la pâtisserie. La vie à l'arrière est aussi marquée par l'inflation forte et rapide des produits rares. La classe ouvrière nombreuse à Tarbes est particulièrement touchée. Monsieur le préfet, nous avons l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance, pensant bien que vous voudrez prendre notre demande en considération. Nous nous permettons de vous adresser cette lettre pour vous entretenir au sujet de la vie chère et de la spéculation qui se produit sur les porcs gras dans le département des Hautes-Pyrénées et principalement à Tarbes. Jeudi, jour de marché, les porcs se sont vendus de 2,40 francs à 2,75 francs le kilo pois vif, alors que la quinzaine précédente, il n'en valait que 2 francs, prix déjà très onéreux. Pourquoi cette augmentation? La nourriture donnée aux porcs a-t-elle donc tant augmenté dans l'espace de 15 jours? Bien sûr que non. Comment voulez-vous que les petits ouvriers dont les appointements n'ont pas varié, entre autres les employés de chemin de fer, si peu rétribués, puissent faire leurs provisions pour l'année? Pensez-vous qu'une famille composée du père, de la mère et de 3 enfants puisse arriver avec 6 francs par jour à vivre à bout de ses dépenses? Non, cela n'est pas possible. Cependant, le pauvre a droit à la vie autant que le riche. Une consigne sévère ne pourrait-elle pas être donnée aux agents d'arrêter tout vendeur qui demanderait plus de 2 francs le kilo d'un porc de grosseur moyenne? Cela ne coûterait pas beaucoup et éviterait certains faits regrettables qui sont à la veille de se produire s'il n'y a pas une amélioration sensible sur le cours des denrées et des porcs dans le prochain marché. Espérant que vous ne ferez pas la sourde oreille à notre réclamation bien justifiée, recevez, Monsieur le Préfet, nos remerciements anticipés. Le conflit qui dure plus que prévu réclame sans cesse de nouvelles dépenses. Pour y faire face, l'État lance entre novembre 1915 et octobre 1918 4 emprunts nationaux qui rapporteront 55,6 milliards de francs or au total. Le lancement de ces emprunts est accompagné par des campagnes d'affiches et la mobilisation de la presse pour inciter la population à soutenir cet effort. Par exemple, en 1916, le Républicain des Hautes-Pyrénées insère même des illustrations très rares dans ce quotidien, destinées à convaincre les lecteurs à verser leur or pour une France plus forte, pour une victoire plus rapide. Les restrictions et les pénuries impactent la vie quotidienne à Tarbes. Dès le début de la mobilisation, il faut livrer les chevaux, il faut livrer des bœufs, il faut livrer du blé. Tout cela est payé, payé par l'armée. Mais il faut le livrer. C'est une obligation. Il faut livrer des haricots. Il faut pouvoir mener la guerre et il faut pouvoir nourrir les soldats. Et pendant toute la guerre, il y aura des réquisitions. Certains trouvent que c'est bien les réquisitions parce que l'armée paie un bon prix les produits agricoles. L'absence des hommes mobilisés est compensée par celle des femmes, qui occupent de nouvelles fonctions et de nouveaux postes. Elles deviennent munitionnettes, mais aussi cochères ou encore factrices, comme le relate le Républicain des Hautes-Pyrénées en juin 1917. Femme facteur. Dans la journée de samedi, on a pu voir débuter une dame qui fait office de facteur de ville. On nous assure que plusieurs autres dames seront appelées à remplacer quelques-uns de nos excellents facteurs qui, depuis la guerre, se surmènent alors qu'ils auraient droit depuis longtemps à une retraite bien gagnée. Si les adultes sont mobilisés, les enfants le sont aussi. Chacun participe à sa mesure à l'effort de la première guerre totale. Petit enfant de Tarbes, ramassez des marrons. Un appel lancé aux enfants de France, actuellement en vacances, leur demande de recueillir soigneusement les marrons d'Inde, que les usines de guerre réclament en grande quantité et à tous les échos. Nous ne vous expliquerons pas l'usage qu'elles en feront, cela regarde les chimistes. Mais ce qui est absolument certain, c'est qu'elles s'en serviront afin que nos poilus collent des marrons aux boches et c'est là l'essentiel. Les gosses vont donc pouvoir coopérer à la défense nationale en ramassant des marrons d'Inde qu'ils trouveront facilement, le moment venu, aux allées nationales, aux jardins massés, au Prado, le long des routes, etc. Ainsi voilà les marrons d'Inde, eux-mêmes qui s'en mêlent et entrent en guerre. Les enfants de Tarbes, en les ramassant, auront eux aussi pris leur petite part dans cette grande guerre et permis à leur papa ou à leur frère de démolir plus de boches et de contribuer à la victoire finale. Enfin, la société en temps de guerre est une société étroitement contrôlée. En plus de la propagande, les civils sont soumis à une censure omniprésente, notamment dans la presse. De nombreuses interdictions sont signifiées aux patrons de journaux. Certaines portent sur le traitement de la vie quotidienne afin de ne pas atteindre le moral de la population. D'autres concernent les événements au front.
il était interdit de donner dans la presse des renseignements militaires. Vous voyez certains journaux où vous avez une partie blanche. Ça a été censuré. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des censeurs militaires qui disent « ça ne paraît pas pour telle ou telle raison ». Consigne pour les services de contrôle de presse de la 18e région. Jusqu'à nouvel ordre, ne pas laisser publier dans la presse la nouvelle d'accidents ou événements, tels que incendies, explosions, déraillements de chemin de fer, troubles ouvriers, survenus dans les locaux particuliers aussi bien que dans des établissements de guerre, et quelle que soit la cause et la gravité. Malgré la mobilisation totale des corps et des esprits, malgré les réquisitions, les privations et la peur de recevoir de mauvaises nouvelles, la Grande Guerre ne met pas un terme au déroulement de la vie sociale à Tarbes. La population a besoin de se changer les idées et de se distraire. Les manifestations culturelles continuent de se dérouler tout en étant teintées de patriotisme. Les spectacles se terminant régulièrement par l'interprétation de la Marseillaise. Les matchs de rugby ou de football qui constituent une préparation aux exercices militaires de ces futurs soldats sont commentés dans les journaux locaux comme la rencontre entre les All Blacks et la sélection Armagnac-Bigorre à Tarbes en novembre 1918. Football, rugby. Les Néo-Zélandais vainqueurs de la sélection Armagnac-Bigorre par 10 points. 2 essais, 2 buts. À 6 points, 2 essais, Mandrel. Journée splendide, assistance considérable. Dès 14 h, les tribunes sont pleines à craquer. On remarque la présence de messieurs le colonel commandant d'armes, le maire de Tarbes, le représentant de monsieur le préfet, tous les membres du comité Armagnac-Bigorre et du stade tarbais. Sur la touche, monsieur Emery de la commission centrale, ainsi que les rédacteurs de la presse locale et régionale. À 15h-5, l'équipe zélandaise fait son entrée sur le terrain et, immédiatement, face aux tribunes, entonne son cri de guerre fort applaudi. Enfin, ce qui caractérise la vie des civils à l'arrière, c'est la peur de recevoir une mauvaise nouvelle du mari, du fils ou du père parti au front. Pour la plupart des familles, ce qui est l'essentiel, c'est l'absence. C'est l'angoisse, va-t-on recevoir ou pas une lettre? Si la lettre n'arrive pas, ça veut dire que peut-être il est mort, peut-être il est blessé, peut-être il est disparu. Et puis un jour, la lettre n'arrive plus. Il est peut-être prisonnier. Et parfois, lorsque le maire arrive, avec son écharpe tricolore, et qui vient annoncer à la famille que le fils, le mari, est mort, mais c'est le deuil. Et il y a des familles qui sont totalement dévastées, ravagées. Il y a des familles où tous les enfants, il y en a quelques-unes, sont tués pendant la guerre. Et si on trouve le corps, on sait qu'il est mort. Si on ne trouve rien, alors on dit disparu. Qu'est-ce que ça veut dire disparu? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est prisonnier? Est-ce qu'il reviendra un jour? Point d'interrogation. Donc c'est l'angoisse des familles dont la guerre est vécue par tout le monde. Soit directement par les combats, soit indirectement par l'angoisse, par la séparation, parfois par le deuil. Les Tarbais partis au front vivent dans des conditions horribles dans les tranchées. Ils sont confrontés à l'horreur des combats et doivent faire face à des armes toujours plus meurtrières et destructrices. C'est ce que nous livre le témoignage de Jean-Ernest Tucochala. Né à Pau en 1893, Jean-Ernest Tucochala est ouvrier dans l'industrie automobile. En août 1914, il fait son service militaire dans l'artillerie à Tarbes. Durant tout le conflit, il prend des notes sur un carnet avec une grande liberté de ton. On voit naître au fil des mois la lassitude devant une guerre interminable qui se caractérise avant tout par son immobilité. 6 octobre 1914. Voilà près de 2 mois que les Boches nous ont cloués sur place. Nous avons ordre de faire des cagnards en prévision de l'hiver. C'est gai. Les fantassins font de même. Boyaux, tranchés. 18 février 1916. Les Boches sont inquiets. Ils attaquent au bois des buttes. Sur tout le front et jusqu'à Verdun. Il y en a marre, marre, marre. Tout est noir à moi. Seule idée de rentrer un jour, de revenir vite, de vite retrouver ma chérie et mes parents me soutiennent encore. Mais que c'est long, interminable cette attente. 28 mai 1916. À Verdun, pris dans une attaque, il y a de quoi perdre la tête dans ce chaos. C'est une véritable fournaise. Nous tirons sans cesse. Les blessés qui passent près de nous nous engueulent. Nous leur tirons dessus à ce qu'il paraît.
Alors, j'aime mieux régler le tir 50 mètres plus long. Je ne suis plus comme les copains qu'un paquet de boues gluantes. On ne vit plus, on est en sursis. Des morts vivants et l'énergie ne peut rien contre la fatigue et la soif. 30 mai 1916. À 5 heures, départ pour la position. Nous devons faire ainsi. Un jour de repos, un jour de ligne. On ne tiendra pas le coup longtemps car vraiment, l'atmosphère devient irrespirable. Une puanteur et cette saloperie de bois argileuse. La journée ressemble terriblement à la première. Ça tombe sans discontinuer et toujours les mêmes ordres. Tirez, tirez 120 coups en 10 minutes, ce n'est plus possible. La pièce nous brûle, elle va rougir. Il faut la laisser se reposer. 1er juin 1916. Les Boches ont commencé à attaquer avec des liquides enflammés sur les tranchées et arroser les batteries du 150 et du 210 avec des obus lacrymogènes. Qu'est-ce que c'est encore que cette nouvelle invention? On nous a distribué lunettes et masques, mais j'étouffe là-dessous et l'on n'y voit rien. L'ordre est barrage à volonté. Comment concilier les ordres et sauver sa peau avec ces saloperies sur la gueule? À petit jour, cela devient terrible. Les yeux nous coulent, moi j'enlève tout. Et merde, crever pour crever, à l'air libre au moins. À 11h, le 11e jour du 11e mois de l'année 1918, les combats cessent. Comme partout en France, à Tarbes, le temps est alors à la célébration de la victoire, mais surtout de la fin de la guerre. C'est la joie. C'est la joie, c'est l'allégresse. Enfin, c'est terminé. Enfin, cette tuerie est terminée. Tout le monde est dans la rue. Tout le monde s'embrasse. C'est comme dans toute la France. C'est la joie. Bien sûr, il y a la joie de la victoire, mais surtout, il y a la joie de la fin de la guerre. La guerre est terminée. Ils vont revenir. Sauf qu'ils ne reviennent pas. Le traité de Versailles, c'est la fin de la guerre. L'armistice du 11 novembre, c'est un armistice. C'est-à-dire la fin des combats. Mais ça ne veut pas dire la paix. La paix, c'est un traité. Et le traité de Versailles n'est signé que le 28 juin 1919. Les régiments de Tarbes restent en occupation en Allemagne. Et ils ne reviennent qu'en août 1919. Alors ceux qui reçoivent les régiments, ce sont les élus municipaux. Et donc il y a des cérémonies chaque fois lorsque arrive d'abord le 12e régiment d'infanterie, qui était à Réfy, puis arrive ensuite le 24e régiment d'artillerie, qui était au quartier Soult, et enfin arrive le 10e hussard, qui était au quartier Larrey. Et à ce moment-là, Tarbes a récupéré presque tous ses régiments. Si la fin de la guerre signifie le retour à une vie normale, les familles sont dévastées. Comme le montre le monument aux morts de la commune de Campan, les veuves sont très nombreuses et la douleur, l'absence d'un proche ainsi que le deuil sont immenses dans la population. En 4 ans, la guerre a fait environ 10 millions de morts, dont 1,4 million pour la France. Plus de 6300 Haut-Pyrénéens ne sont pas revenus du front entre 1914 et 1918. Rien que pour la ville de Tarbes, 571 jeunes sont morts au combat ou des suites de leurs blessures et environ 116 sont portés disparus. À la fin de la guerre, on a compté tous ceux qui ont été tués pendant le conflit. Et donc ça veut dire que un jeune sur 4, entre 20 et 35 ans, qui est parti, n'est jamais revenu. C'est la moyenne du département, c'est la moyenne de toute la France. Parmi les tués, il y a des disparus. Parce qu'avec l'artillerie lourde, certains sont pulvérisés. Ils n'existent plus en tant que corps. Imaginez les familles. Comment faire le deuil si le corps n'est pas là? De toute façon, les corps ne sont pas rendus aux familles. Il faudra, pour que les femmes soient déclarées veuves, des décisions des tribunaux. Parce qu'elles ne peuvent pas se remarier. Parce que les héritages restent en suspens. Le culte des morts et la mémoire du sacrifice se développent au-delà de la sphère privée et les monuments aux morts se multiplient essentiellement entre 1919 et 1922. À Tarbes, en plus du monument dédié aux victimes du département des Hautes-Pyrénées, on trouve dans le hall de l'hôtel de ville le monument aux morts tarbais. Sur fond de village pyrénéen, une femme qui représente la patrie fait face à ces morts symbolisées par un gisant.
Elle lève son voile face à un poilu qui ramène le drapeau de la victoire. Réalisé par Martial Caumont, il signifie que le sacrifice n'a pas été vain. On trouve aussi de nombreux piliers qui portent gravés les noms des Tarbais morts au champ d'honneur. Ce lieu public prend alors l'aspect d'un véritable temple civique. Citons aussi le monument qui rend hommage aux instituteurs du département tombés pour la France entre 1914 et 1918. Ils s'appelaient Victor, Jules ou encore Théophile. 67 noms y sont gravés. L'année 1919 est marquée à Tarbes par la visite d'un véritable héros. Entre le 27 septembre et le 1er octobre, le maréchal Foch est accueilli comme un enfant du pays. Né à Tarbes le 2 octobre 1851, Ferdinand Foch n'y a habité qu'une courte période avant d'entamer une carrière militaire qui le conduit jusqu'à devenir généralissime des armées alliées et vainqueur de la guerre. Sa famille n'a pas été épargnée par la guerre. Son plus jeune fils, Germain Jules Louis Foch, âgé de 24 ans, et le mari de sa fille aînée, Paul Bécourt, sont tués le même jour. Le 22 août 1914, le jour le plus meurtrier de l'histoire militaire de la France, lors duquel 27 000 soldats sont morts. Accueilli par une foule immense, il inaugure sur la place Maubourguet, qui vient d'être renommée place Verdun, le monument aux morts qui scelle le retour à la France de l'Alsace-Lorraine. En effet, ce monument qui devait être inauguré avant la guerre se voit complété de 3 statues qui représentent la France, en mère de famille qui récupère ses 2 enfants perdus à la suite de la guerre de 1870. L'Alsace à droite et la Lorraine à gauche. Ces 2 territoires redeviennent français, comme le prouvent leurs mains réunies. En 1967, ce monument est déplacé et se trouve depuis aux Allées Leclerc. Autre temps fort de la visite, le maire Alexandre Bouet lui offre sur le perron de la mairie l'épée financée par une souscription lancée auprès des Hauts-Pyrénéens, véritable œuvre d'art dont Firmin Michelet a sculpté la poignée. Ensuite, il entreprend un périple par Argelès-Gazost et Haro, berceau de ses racines familiales. La maison natale de Ferdinand Foch est aujourd'hui un musée dans lequel on peut trouver de nombreux objets ayant appartenu au maréchal, ainsi que de nombreux cadeaux qu'il a reçus après-guerre lors de ses tournées en France, mais aussi à l'étranger. Le 27 octobre 1935 a lieu à Tarbes l'inauguration de la statue Foch. C'est après sa mort, survenue en 1929, que la statue est réalisée par Firmin Michelet, puis inaugurée non sans mal et opposition en présence du ministre de la Guerre et de très nombreuses personnalités comme la famille du maréchal, les représentants des pays alliés ou encore tous les parlementaires du département ainsi que de nombreux anciens combattants. Une foule estimée à plusieurs dizaines de milliers de personnes est aussi présente. Après les cérémonies militaires, religieuses et de nombreux discours, la journée s'achève par une fête populaire avec des bals qui se tiennent place de Verdun et au Marcadieu. Un siècle après l'armistice du 11 novembre 1918, alors que tous les témoins et protagonistes de cet événement crucial dans l'histoire du XXe siècle ont disparu, il reste de nombreuses traces de la Première Guerre mondiale dans Tarbes. Il reste aussi et surtout le 11 novembre, cette date qui réunit chaque année les Tarbais de différentes générations autour du devoir de mémoire. Pour que l'on n'oublie pas l'horreur de cette guerre qui a bouleversé le monde, l'Europe, la France, ainsi que la vie de millions de soldats et de civils.